Une porte automatique, des boutons qui permettent d'écrire, un appareil pour commander votre télé à distance, ou une simple paille flexible. Quel est le point commun entre tout ça? Ces inventions apportent un confort indéniable, certes, mais à la base, elles étaient là pour assister des personnes en situation de handicap. Et elles ont non seulement permis à ces personnes de bénéficier d'un environnement plus confortable, mais je pense pas trop m'avancer en supposant que vous utilisez au moins une d'entre elles presque tous les jours. En soi, je pourrais m'arrêter là et dire que j'ai fini mon speedrun pour vous convaincre que l'accessibilité c'est bien. Mais au lieu de simplement enfoncer une porte déjà ouverte, je trouve ça cool de s'interroger sur le sujet, savoir pourquoi c'est si bien que ça, quels sont les processus qui nous amènent à certains résultats, quelles en sont les limites, et pourquoi ça nous impacte tous dès lors qu'on appuie sur Start. Préparez-vous à compter, car je vais répéter un certain mot un nombre incalculable de fois. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'accessibilité dans notre beau média qu'est le jeu vidéo. Et ça fait déjà 1. L'accessibilité se définit par sa capacité à garantir qu'une personne, peu importe son handicap et ses capacités, puisse interagir avec les informations ou les services qui lui sont fournis. Dans le domaine de l'accessibilité numérique, cela va se traduire par une possibilité de percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec des informations. C'est une définition très orientée web parce que c'est le point de départ de l'initiative d'accessibilité numérique. Mais elle se prête assez bien aux jeux vidéo. Résumé de manière pragmatique, jouer à un jeu vidéo, c'est ni plus ni moins que traiter de l'information sensorielle, et interagir avec, grâce à un support physique permettant un dialogue plus ou moins immédiat. Comme je le disais dans ma vidéo sur l'onboarding, à force d'habitude, un langage s'est créé autour de cette interaction, à tel point qu'on peut anticiper la fonction qu'auront les boutons d'une manette d'après le type de jeu. Sauf que ce langage suppose par défaut que tous les utilisateurs sont capables de certaines capacités. Dans la majorité des cas, on parle ce langage par l'utilisation d'une manette, une souris ou un clavier, et on l'écoute via l'écran et les enceintes pour les informations. On arrive donc à 2 impératifs. Le premier, c'est d'être en mesure de percevoir et comprendre ce qui se passe à l'écran. Le deuxième, c'est de pouvoir utiliser la manette. Multiplier à ça le nombre de possibilités différentes de ne pas pouvoir percevoir une information, que ce soit la surdité, la cécité ou un trouble mental qui ne permet pas de comprendre une intention ou un sentiment derrière une phrase, ce à quoi on ajoute l'incapacité d'un individu à interagir pour des raisons moteurs dans les cas les plus extrêmes, ou juste une difficulté à être précis causée par une blessure ou un manque d'expérience, et on se retrouve bloqué. Bloqué pour diverses raisons à différents niveaux d'un processus qui consiste juste à se divertir. C'est là qu'intervient l'accessibilité. Elle aura pour principe de jouer les interprètes de façon à ce que l'information soit perçue de manière exacte, quelles que soient vos barrières. Mais elle permet aussi d'envoyer en retour une information telle que vous le souhaitez l'exprimer. Donc si vous voulez rendre un jeu accessible, il faut premièrement considérer tous les obstacles pour identifier où et comment intervenir efficacement. Il n'y a pas qu'une solution, parce que chaque problème peut survenir au niveau de la perception des informations ou sur la capacité d'un joueur à interagir. Deuxièmement, oui, l'accessibilité répond de manière évidente aux besoins d'une population qui souffre de divers handicaps, mais les actions qu'elle peut prendre ont souvent un impact bénéfique sur un spectre de personnes bien plus large, et notamment sur des individus totalement valides. Qui peut le plus, peut le moins. On a également un troisième rempart que l'on ne va pas trop traiter ici, mais certains troubles sociaux et neurologiques peuvent aussi perturber le joueur à un autre niveau, la compréhension de ce qu'il doit faire ou de ce qu'il perçoit. Dragon Age a trouvé une réponse très solide. Dans un jeu qui met l'accent sur le narratif et les dialogues, des logos sont assignés pendant les choix de réponse permettant de comprendre quelle émotion va ressortir de tel ou tel dialogue. Une manœuvre simple, mais qui rend les interactions plus intuitives, permettant d'inclure des individus ayant du mal à interpréter les indices sociaux. Et avec la montée des prises de conscience, les innovations technologiques qui offrent de nouvelles possibilités et le business qui se dit qu'inclure un peu plus de consommateurs, ça ne peut pas faire de mal au portefeuille, l'inclusivité devient une priorité de plus en plus forte dans ce domaine. Et c'est l'heure des statistiques qui font mal. En 2023, l'OMS annonce qu'une personne sur 6 dans le monde est handicapée, soit 1,3 milliard d'individus. Au fur et à mesure que nous vieillissons, les probabilités de développer des troubles s'accentuent, à tel point qu'une majorité de personnes au-dessus de 70 ans souffrira d'un ou plusieurs handicaps. Fort heureusement, tous ces troubles ne vont pas obligatoirement vous empêcher de jouer. Et peut-être que les seniors ne sont pas la cible majeure des studios de jeux vidéo, mais les mentalités évoluent et peut-être que vous, en tant que joueur, aurez envie de pouvoir flex en calant vos plus beaux strikes sur Wii Sport, ou souhaiteriez juste apprécier miner en toute sérénité dans les cavernes sombres de Deep Rock Galactic, en pouvant distinguer les minerais sans galérer malgré une dégradation de votre vue. Eh bien sachez que de nombreuses initiatives ont émergé pour répondre à ce besoin grandissant, et il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Côté utilisateur, le site Can I Play That, un site spécialisé dans l'évaluation des options d'accessibilité des jeux vidéo récents, propose une analyse des nouvelles sorties et une critique de ces options, afin de vous permettre de savoir si oui ou non un jeu vous est accessible. Et bien que ce soit une bonne chose, c'est avant tout les développeurs qui ont le pouvoir de casser ces barrières en amont. Alors comment ça se présente d'un point de vue développement? Vous allez sûrement avoir un sentiment déjà vu avec ma vidéo sur l'onboarding encore une fois, mais l'accessibilité, ça devrait se penser tôt dans le processus, parce qu'elle commence à partir de la première image qu'on va voir à l'écran,
du premier son qui va sortir des haut-parleurs, mais aussi par comment on interagit avec la manette, la souris, etc. Fatalement, toucher à ces paramètres-là ne peut qu'influencer le game design. Donc pour toutes ces raisons-là, on pense à tout ce qu'on va mettre dans notre jeu et qui pourrait être un obstacle à la compréhension ou à la navigation par exemple. Heureusement, on peut aussi intervenir sur certains aspects après coup. C'est très courant de voir des patchs d'accessibilité dans les jeux, mais comparé à une accessibilité intégrée dès la conception, ça c'est limite. Ça reste tout de même mieux que rien. Mais trêve de blabla, on va voir une liste non exhaustive de solutions proposées et analyser ce que ça impliquait. Si on commence par parler de manette, on peut aborder les différents moyens d'interagir avec un jeu. Clavier, souris, casque VR, stick arcade, tablette. Une bonne approche, c'est bien entendu supporter un maximum de périphériques, mais c'est encore plus accessible de permettre l'utilisation de 2 périphériques en même temps. Et vous seriez surpris de voir l'utilisation que certaines personnes font pour pouvoir jouer. Mais le plus marquant, c'est le contrôleur adaptatif de Microsoft. On le verra pour d'autres exemples, mais Microsoft, c'est le bon élève pour l'innovation dans ce domaine. Cet appareil, c'est leur réponse universelle au problème de l'utilisation de la manette. Le Xbox Adaptive Controller permet de brancher un ensemble de boutons, de sticks et autres supports physiques sur le boîtier central, afin de mapper physiquement les boutons de manette. Ensuite, vous pouvez décider via une application du mapping logique de votre contrôleur. Personnellement, je suis bluffé par les possibilités offertes. La modularité de ce contrôleur permet de faire du sur-mesure en fonction de vos capacités physiques. Cela a permis à des personnes à mobilité réduite de jouer parfaitement à des jeux exigeants. Et depuis quelques temps, il est devenu possible de l'utiliser sur d'autres plateformes comme la Nintendo Switch, sous réserve d'acheter des adaptateurs. Et Sony a également surfé sur la vague pour sortir le PlayStation Access Controller pour la PS5. Sûrement un effet de la concurrence qui aura un impact bénéfique sur la communauté. Ce genre d'innovation, c'est un peu particulier parce qu'on prend le problème à l'envers. On adapte un périphérique pour permettre de rendre les jeux accessibles. C'est une solution qui a l'avantage d'être universelle puisqu'elle ne cherche pas à rendre jouable un jeu spécifique, mais plutôt de rendre la console utilisable. Ok, je vous ai dit que l'accessibilité ça se pensait en amont plus tôt, et maintenant que je viens de vous offrir le contre-exemple parfait, regardons plutôt les solutions qui vont dans mon sens. Toujours dans le domaine de l'interaction avec un périphérique, mais cette fois-ci du côté logiciel. L'accent sur le mapping des boutons est un incontournable en termes d'accessibilité. C'est presque devenu une norme de pouvoir changer ses contrôles, même si quelques jeux font encore l'impasse sur cette option. Ce qui est un peu moins courant, c'est de voir des jeux autoriser l'échange entre le stick contrôlant la caméra et celui contrôlant le mouvement sur une manette. Pourtant, de nombreuses personnes atteintes de troubles moteurs font l'éloge de cette possibilité lorsqu'elle est présente, car elle aide le joueur possédant une main plus dominante. Et pour l'avoir moi-même implémenté dans un de mes projets perso, c'est vraiment un effort minime vis-à-vis du nombre de personnes que cette fonctionnalité permet d'inclure. Mais pour moi, une des features les plus impressionnantes que j'ai pu voir dans ce domaine, c'est FIFA qui l'apporte depuis quelques épisodes et qui ne fait que l'améliorer depuis. Je parle du 2-button mode et du 1-button mode. Comme vous l'imaginez, le principe, c'est de pouvoir jouer toute une partie en appuyant seulement sur un ou deux boutons. Si vous avez des difficultés à appuyer sur plusieurs boutons, ces modes sont faits pour vous, bien qu'il faille tout de même utiliser le stick pour gérer les déplacements. Tout le reste des actions sera interprété en fonction de la situation et de l'orientation de votre stick. Dans le cas du 1-button mode, une simple pression sur le bouton croix ou A suffira. En maintenant la touche plus ou moins longtemps, on pourra donner de l'intensité à une passe ou une frappe, mais c'est là la seule marge de manœuvre qui vous incombe. En réalité, le système n'est pas parfait et les développeurs le reconnaissent eux-mêmes. Parfois, une passe sera faite au lieu d'un tir et inversement, mais aussi imparfait que ça puisse être, cette fonctionnalité offre une solution très élégante, réduisant certes la profondeur de gameplay à des choix préétablis par le programme, mais une solution accessible. Altérer plus ou moins fortement le gameplay, c'est malheureusement un des sacrifices qu'il faut parfois accepter de faire en tant que joueur, lorsque l'on veut pouvoir jouer. Mais c'est aussi une décision qui peut venir de vous. Vous n'arrivez pas à passer cette séquence de QTE? C'est pas grave, on peut les désactiver dans les options. Le jeu est trop difficile pour vous? C'est très souvent possible de changer la difficulté à la volée. On vous le propose même parfois directement via un encart, lorsque vous perdez à de multiples reprises. Céleste vous donne même la possibilité de ne pas mourir afin de passer certaines sections. Plus fort encore, il est possible de personnaliser votre expérience dès le début de certains jeux, si vous avez un fort attrait pour les puzzles et moins pour l'action, ou inversement. Dans des cas plus rares, des jeux sont entièrement designés pour une certaine population. Nous l'avons vu la dernière fois dans la vidéo sur A Blind Legend, un jeu jouable par tout le monde certes, mais qui avait pour principale cible les personnes totalement aveugles. D'autres mesures existent pour les personnes ayant une forte cécité, et pour le coup, The Last of Us fait un carton plein là-dessus. Vous avez sans doute entendu parler du mode contrasté qui permet de mettre en noir et blanc les éléments non interactibles, et d'ajouter de la couleur sur tout ce qui doit être mis en évidence. Mais il existe tellement plus d'options. Audio description, retour haptique, signaux audio pour la navigation et les combats. C'est simple, The Last of Us semble être entièrement jouable pour une personne qui ne voit pas l'écran. En réalité, ce système aussi a ses limites. Mais comme vous commencez sans doute à le comprendre maintenant, la meilleure réponse pour couvrir un maximum de pathologies différentes, c'est de proposer un ensemble d'outils universels qui peut adresser un maximum de problèmes avec un nombre de mesures assez modéré. Non pas qu'on ne veuille pas faire du cas par cas, mais imaginez s'il fallait à chaque fois réadapter tous les outils pour un gameplay spécifique, ça serait intenable, et je vous raconte pas le nombre de bugs à régler à chaque fois. Et d'ailleurs, un ensemble de solutions est proposé par notre bon élève Microsoft pour faire un jeu accessible.
La documentation ne vous dira pas comment implémenter telle ou telle chose, mais elle vous donnera des lignes directrices pour prendre en compte les différentes déficiences et ce que vous pouvez faire pour les adresser. Une bonne partie de ces indications sont même intégrées et considérées essentielles dans les TRC du consolier. Petite parenthèse si vous ne savez pas ce que sont les TRC. Il s'agit des Technical Requirement Checklists. Vous les connaissez peut-être sous le nom de TCR chez Sony ou Lot Check pour Nintendo. C'est un ensemble d'exigences techniques à respecter pour qu'un jeu soit accepté sur une plateforme et chaque fabricant de console a ses règles. On peut tester la stabilité de votre jeu, vérifier que les inputs affichés correspondent bien à ceux de la plateforme ou que la localisation soit bonne pour un territoire concerné. Si vous voulez sortir votre jeu sur une console, il faudra soumettre votre jeu à une équipe de playtesters qui décidera si oui ou non il est conforme aux exigences. Un jeu ne pourra sortir sur une console que s'il coche toutes les cases en théorie. En pratique, il faut surtout adresser les exigences considérées obligatoires, et le reste est plus ou moins sujet à débat et on peut parfois waive certains points défavorables, c'est-à-dire les ignorer ou les adresser dans un prochain patch. Fin de la parenthèse. Les Game Awards sont aussi une bonne motivation pour les studios qui veulent innover. Un prix est décerné chaque année pour le jeu qui aura le mieux innové dans cette catégorie. On peut y retrouver en 2024 Diablo, qui propose une navigation audio pour les personnes aveugles, un mode de navigation intelligent pour Black Ops 6, un système de photographie de zone pour Prince of Persia The Lost Crown, qui non seulement sert de pense-bête sur une carte de Metroidvania relativement grande, mais qui en plus est ancré dans le gameplay, car l'exploration permettra de découvrir des collectibles permettant de faire plus de photos. Star Wars Outlaw et Dragon Age The Veiled Guard ont aussi leur set d'innovation, notamment visuelle. Ici, il ne s'agit que des features les plus marquantes, mais ces jeux ont bien plus d'options à proposer. Pour terminer, des organismes de consulting existent pour apporter leur expertise au cas par cas en fonction des jeux concernés. En France, il y a par exemple Capgame qui exerce depuis 2013 afin de rendre, je cite, l'accessibilité accessible. L'association propose des solutions matérielles, logicielles, des tests de jeux, ainsi que de l'encadrement professionnel afin d'orienter les jeux vers plus d'accessibilité avant leur sortie. Et on a d'autres initiatives du genre, comme Able Gamers ou Makers Making Change. Ça fait beaucoup d'informations et il y a sûrement beaucoup d'autres exemples, mais on va dézoomer un peu pour résumer. Depuis quelques années, l'accessibilité c'est devenu une cible de choix pour accueillir plus de joueurs dans le média vidéoludique. On a vu qu'il existait plusieurs types de pathologies qui demandent chacune une attention différente, qu'elles peuvent autant concerner un souci de perception visuelle sonore ou autre, qu'un problème plus moteur empêchant l'interaction avec un gamepad. Des solutions existent permettant d'adresser de manière plus ou moins globale un ensemble de ces obstacles, que ce soit des solutions physiques comme la manette adaptative, et des solutions logicielles, les options d'accessibilité. On peut aussi régler le problème via des propositions design qui vont permettre d'inclure plus de monde. Mais si je vous ai parlé de télécommandes et de portes automatiques, c'est parce que je pense que l'accessibilité, même si elle se définit par sa capacité à briser des barrières, elle est capable de bien plus que ça désormais. Alors, si je vous montre à nouveau cette option d'accessibilité, et que je vous dis que ce concept ressemble fortement à quelque chose utilisé depuis un bon moment comme feature de jeu, vous voyez sans doute où je veux en venir, non ? Ce mode vision d'aigle ou inspection est présent dans tellement de jeux qu'on peut difficilement le rater. Difficile de dire si cette feature a vraiment eu une influence sur le mode contrasté qu'offre The Last of Us, mais c'est un phénomène que l'on pourrait constater ailleurs. Pareil pour les déplacements que proposent tous ces jeux avec du parcours. Bien que ce soit imprécis, Assassin's Creed s'est vite éloigné de son ancêtre spirituel, qui est Prince of Persia en termes de platforming, pour un modèle plus assisté et plus intuitif. Modèle qu'on retrouve dans d'autres productions Ubisoft, mais également dans d'autres AAA du même calibre. Mais ces exemples sont des cas extrêmes où le design est pensé pour un confort maximum, et puis le déplacement peut aussi ne pas être la cible principale où les designers souhaitent concentrer leur gameplay, mais utiliser ces fonctions dans une optique d'accessibilité, ça marcherait. Et il n'aura pas fallu longtemps pour que ma théorie se valide, vu que Black Ops 6 propose justement cette option. Des fonctionnalités optionnelles, comme on peut le voir dans les exemples cités plus tôt, sont parfois le meilleur des choix. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends le mot accessibilité, je range ça instinctivement dans la catégorie aide pour les personnes en situation de handicap. Et c'est le but premier, c'est une certitude, mais on peut très bien envisager ça comme une façon de personnaliser son expérience. Si je reprends l'exemple de FIFA et que je veux faire jouer une personne complètement hermétique aux jeux vidéo, vous ne trouverez pas ça plus simple de la faire jouer en mode one button plutôt que de lui faire retenir un ensemble de combinaisons de touches ? Personnellement, j'ai découvert après coup l'existence de l'option pour mettre en évidence les collectibles dans Pacific Drive. Et même si je sais que de base le jeu met l'accent sur l'exploration, au bout d'une dizaine d'heures, c'est plaisant de ne plus perdre du temps à fouiller le moindre centimètre carré d'une zone hostile. Ces derniers temps, c'est également devenu impensable de ne pas avoir de sous-titres dans un jeu, et au-delà de son utilité pour des personnes sourdes, c'est aussi un moyen de jouer à des jeux qui n'ont pas de traduction, et pour qui la langue est un frein. C'est encore moins envisageable de ne pas pouvoir remapper ses touches, et les jeux qui ont eu l'audace de sortir sans cette feature se sont fait incendier sur Steam. Pour certains, c'est un moyen de limiter le besoin de mobilité, pour d'autres, c'est juste un moyen de normaliser son gameplay sur les mêmes touches. Enfin, dès lors que vous choisissez un niveau de difficulté, vous êtes en train d'altérer votre expérience pour votre confort.
Des exemples comme ça, on pourra en trouver beaucoup, et cela ne fait aucun doute que même la personne la plus valide use d'options de ce genre pour améliorer son expérience. Parfois, une simple tendinite suffit à rater un QTE après tout. Et je me dis que finalement, l'accessibilité peut non seulement donner la possibilité de jouer, mais aussi devenir du quality of life quand la cible l'utilise juste pour son confort de jeu. Un confort qui donne aux joueurs des possibilités qu'ils ne pensaient pas spécialement exploiter. Mais pour faire profiter de ces options, encore faut-il les amener de manière efficace. En temps normal, la première question à se poser quand on veut intégrer de l'accessibilité, c'est de savoir où est-ce que celle-ci doit intervenir dans un jeu, et comment la présenter aux joueurs. Développer des solutions de ce genre, ce n'est pas gratuit, et ce n'est pas tout le temps possible. Même si des options comme les sous-titres, le remapping, un mode daltonien et j'en passe sont des grands classiques que les jeux s'efforcent à mettre en place dans toutes les productions. Et en général, ce sont des fonctionnalités facilement transférables. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois maintenant, les besoins sont nombreux, différents, et il faut souvent faire du sur-mesure pour un jeu. Et vous vous doutez bien que la priorité d'une production, c'est avant tout de sortir un jeu, avant de sortir un jeu totalement accessible. Abandonner des features de gameplay pour pouvoir sortir en temps et en heure, ça arrive tout le temps. Et c'est pareil pour les features d'accessibilité que l'on peut, dans le meilleur des cas, décaler à un patch pour plus tard. Mais si celle-ci arrive à être intégrée, alors il faut faire face à un autre problème. Comment les présenter aux joueurs? Un menu d'accessibilité, c'est bien sûr le plus commun. Mais il s'avère que cumuler trop de choix dans un ou plusieurs sous-menus, eh bien c'est pas l'idéal. D'un point de vue utilisateur, on peut vite se retrouver avec une charge cognitive immense, et, handicap ou pas, personne n'a envie de fouiller un pavé de texte et d'options dans tous les sens. S'il y a bien une composante des jeux vidéo qui est concernée par les règles d'accessibilité numérique, c'est la UI. Les menus, la navigation, tout ça, il faut à la fois qu'elle soit souple pour pouvoir être navigable et agréable peu importe le périphérique utilisé, mais aussi suffisamment dirigiste et épurée pour ne pas perdre l'utilisateur. La présentation des options d'accessibilité, c'est généralement le boulot de la UI, et en collaboration avec la UX, c'est elle qui doit être la plus peaufinée pour garantir que la navigation, en menu et en jeu, soit la plus intuitive et agréable possible, surtout dans ce genre de menu. En général, les options les plus importantes pour votre aventure sont proposées au lancement d'un jeu. Vous voyez sans doute de plus en plus ces menus, parfois avec un text-to-speech, permettant d'activer ou non un panel d'options. Et si on ne veut pas forcer un joueur à tout parcourir, on peut très bien proposer de passer toute cette personnalisation. Il est essentiel de prendre en compte certains besoins quand on veut faire une expérience accessible. Il faut aussi savoir quand le jeu doit rester un jeu. Il est important de ne pas perdre de vue le cœur du design, créer une expérience qui reste engageante et stimulante. En cherchant à trop optimiser pour éviter toute frustration, on court parfois le risque de glisser de l'accessibilité vers une forme de surconfort. Dans la sphère du game design, on a pu voir apparaître de nouveaux termes comme l'affordance. C'est un principe qui détermine la facilité que l'on a à comprendre les possibilités d'interaction avec ce que l'on voit. Un terme en vogue qui a tendance à être utilisé de moins en moins subtilement pour ne pas perdre les joueurs dans les environnements de plus en plus réalistes. Là. Ce connecteur maintient les câbles ensemble. Si je tire dessus, ça devrait le casser. Dans un jeu comme Engarde, je sais que je peux interagir avec ce levier parce qu'il dénote, c'est très cartoonesque comme mécanisme, tout comme ses barres ou ses cordes. Mais dans un jeu comme Horizon, une application concrète de l'affordance, c'est les signifiers. Ces fameux éléments mis en évidence qui vont vous tracer un chemin dans des endroits où la navigation est potentiellement peu intuitive. Heureusement que quelques aventuriers se baladent toujours avec 14 litres de peinture jaune sur eux au cas où, hein. Dans le même genre, vous vous rappelez peut-être du backseat d'Atreus dans God of War qui spoil les énigmes avant même que vous ayez pu y réfléchir. Une option est arrivée plus tard pour résoudre ce problème. Ce genre d'option est typiquement là pour corriger le problème que je veux pointer du doigt. Ce n'est pas de l'accessibilité, mais plus des choix de design. Mais ces choix sont là pour répondre à une problématique qui est que certains joueurs ne terminent pas les jeux car ils sont bloqués. Bloqués parce que c'est trop difficile, parce qu'ils ne sont pas habitués aux situations proposées, ou pour d'autres raisons. Généralement c'est juste un aveu d'échec parce que le worldbuilding n'est pas assez lisible, ou une énigme est mal conçue. Et c'est dommage, car quand on regarde Mirror's Edge, il répondait déjà à ce problème de navigation en permettant d'activer ou non le sens urbain, affichant alors la bonne direction en rouge. Pour les puzzles, demander un indice, c'est aussi une possibilité si un détail vous échappe. Et ça permet de laisser le temps à la réflexion plutôt que de se baser sur un timer assurant qu'un joueur ne bloque pas plus de 5 minutes. The Case of the Golden Idol propose justement cette option tout en vous rappelant que c'est l'essence même du jeu, que de vous creuser les méninges et de bloquer sur certaines énigmes, car un détail vous a échappé. On voit beaucoup de triples uniformisés autour de solutions un peu fainéantes selon moi, juste dans le but de ne pas frustrer le joueur, et de toujours lui apporter un maximum de confort. Et à force de vouloir tout simplifier sans laisser le choix, personne ne s'y retrouve. Trop de confort tue le confort. Ce n'est pas parce que les options d'accessibilité peuvent améliorer mon expérience que toutes les activer va m'offrir l'expérience ultime, bien au contraire. Ça doit être une option, mais jamais quelque chose d'imposé. Avoir une expérience un peu complexe et permettre de la simplifier devrait être la ligne directrice quand on construit un jeu.
Une expérience accessible, ça devrait être comme un plat. On devrait avoir le choix d'enlever un ingrédient si on le souhaite, pas parce qu'on est allergique, mais juste parce qu'on n'aime pas ça. Et puis sérieusement, qui mange les pickles dans son burger? Non, plus sérieusement, on est tous inégaux face à ce média, et je ne prône pas l'expérience 100% personnalisable qui risquerait juste de détériorer le matériau d'origine. Car un jeu vidéo, c'est l'expression collective de plusieurs personnes qui veulent créer une œuvre. Certes, on peut faire en sorte que cette œuvre soit consommable par le plus grand nombre, en la modifiant un petit peu, mais il faut aussi garder le noyau dur et ne pas tomber dans le piège de vouloir satisfaire tout le monde au risque de perdre l'essence même du jeu de base. Si on part du postulat que la qualité de vie peut être effectivement de l'accessibilité, alors est-ce qu'on peut avoir trop d'accessibilité? Eh bien la réponse est non si celle-ci ne présente pas de menace quelconque envers l'expérience initialement prévue par les développeurs. Comme vous le voyez, l'accessibilité, c'est de nombreux éléments à prendre en compte pour rendre un jeu jouable, et appréciable pour le plus grand nombre. Si vous y voyez une simplification trop prononcée de votre jeu, certains y voient juste la possibilité d'enfin jouer et de profiter de l'expérience. Mais il est important de savoir ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas un moyen de permettre à quelqu'un d'être un top player capable de concurrencer un joueur valide, quoique les jeux de combat pourraient me donner tort car c'est une des scènes compétitives qui accueille pas mal de personnes avec une déficience visuelle notamment. Ce n'est pas non plus offrir une expérience de jeu totalement similaire, mais on peut s'en rapprocher. Pour reprendre mon analogie sur le langage, le principe de l'accessibilité serait de vous transmettre l'idée générale d'une phrase, quitte à ne pas traduire parfaitement certains mots. Tout ce que l'on peut garantir, c'est la possibilité de vivre le jeu le plus confortablement possible. Confort qui s'avère avoir un effet bénéfique sur une population qui n'est pas forcément concernée au premier abord, mais qui, de par ses innovations, pourra bénéficier d'une expérience encore plus appréciable. C'est gagnant-gagnant. Et il y a fort à parier que même sans handicap majeur, vous pouvez être client de ce genre d'option. Mais côté développement, il ne faut pas tomber dans le piège de tout sursimplifier sans laisser un minimum de choix aux joueurs. Certains trouveront quand même leur compte dans un jeu avec une navigation, un design ou des commandes imparfaites, et lisser une expérience dans le but de plaire à tout le monde, c'est le meilleur moyen de ne plaire à personne. L'accessibilité peut donner du confort, mais donner du confort ne rend pas obligatoirement un jeu accessible. Quoi qu'il en soit, les avancées réalisées pour inclure plus d'individus en situation de handicap sont très encourageantes, et il y a fort à parier que de nouvelles innovations verront le jour par la suite. Mais en attendant, nous avons tous à notre échelle une possibilité d'agir pour améliorer notre expérience joueur. Que ce soit en interagissant plus ou moins directement avec les développeurs, via les reviews et des forums de communauté, en prenant en compte toutes ces problématiques en tant que développeur, et si vous êtes un peu bricoleur, le modding de jeu pourrait être aussi une solution pour inclure plus de monde. Et qui sait, peut-être pourriez-vous être le déclencheur d'une nouvelle innovation. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo, et comme d'habitude, je vous invite à réagir en commentaire. Les sources sont en description, et bien sûr, n'oubliez pas que tout ce que je vous présente est un condensé de mes recherches et de mon avis sur le sujet. Tout n'est pas forcément 100% exact, auquel cas vous pouvez contribuer aux corrections en échangeant en commentaire. L'accessibilité, c'est un thème délicat et tout le monde ne partage pas la même sensibilité vis-à-vis de ce sujet. J'espère en tout cas l'avoir traité avec le plus de justesse possible. C'est un domaine encore jeune pour le jeu vidéo et je trouve ça important d'en parler parce que oui, c'est présent, on sait que ça existe, mais pour certains, c'est inespéré de pouvoir enfin jouer à un jeu vidéo. Être exclu de ce monde, c'est quelque chose qui ne devrait pas être envisageable, mais on avance dans le bon sens pour donner un maximum de personnes la possibilité d'y accéder. Ça paraît bête à dire, mais on devrait tous avoir le droit de s'amuser.